Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va donc concerner mes dernières lectures. J'espère que ça vous plaira et je vous propose qu'on la démarre tout de suite. Le premier roman que j'ai lu, c'est Agatha Raisin, donc le premier tome, La Quiche Fatale de M.C. Beaton. C'est un cozy mystery que j'avais très envie de découvrir. J'en lis très peu, le seul que j'avais lu c'était Les Détectives du Yorkshire. Mais je m'étais dit, tiens, pour l'été, quoi de mieux qu'un petit roman policier dans la campagne anglaise. Et j'ai pas été déçue, j'ai passé un bon moment de lecture. Alors si vous ne connaissez pas Agatha Raisin, c'est l'histoire de cette dernière qui vient gentiment de prendre sa retraite et elle va décider de partir vivre dans la campagne anglaise. Le hic, c'est qu'elle va atterrir dans un petit patelin paumé où tout le monde se connaît et où finalement ils sont assez dubitatifs quant à l'arrivée d'étrangers, même s'ils sont des Anglais, ils les considèrent un peu comme des outsiders. Mais bon, c'est pas grave. Agatha, elle a bien décidé qu'elle allait s'intégrer et quoi de mieux que de participer au concours de tarte annuel pour se faire bien voir. Le petit hic, c'est que Agatha et la cuisine, ça fait deux, donc elle va juste choisir l'option la plus facile, à savoir aller acheter une quiche dans une quicherie et prétendre devant tout le monde qu'elle l'a fait. Sauf que son petit mensonge ne va pas durer bien longtemps, surtout lorsque quelqu'un va décéder en ayant mangé de sa quiche. Et donc là, c'est le drame, elle va devoir révéler son mensonge. Quoi de mieux pour se faire détester de tout le village? Et donc on va suivre cette histoire puisque notre Agatha va donc décider de découvrir qui a empoisonné sa quiche pour la faire passer pour la meurtrière. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment passé un très bon moment, j'ai trouvé que le personnage d'Agatha était très drôle. En même temps, c'est un petit bout de femme, voilà, qui a toujours tout dirigé et qui pour le coup là se retrouve un peu lésée dans le sens où elle est en retraite. Et finalement, elle ne sait pas trop quoi faire de ses journées. Donc comme elle veut essayer de se faire apprécier par ses nouveaux voisins et par le village tout entier, elle va enchaîner, si vous voulez, les petites bourdes. D'abord avec la quiche et puis ensuite ça va monter crescendo. Mais vraiment, j'ai passé un très bon moment. La petite enquête policière est vraiment sympathique, les autres personnages sont assez rigolos à suivre, donc vraiment voilà, j'aurais pas 36 000 choses à en dire de ce premier tome, à part que j'ai passé un très bon moment et que je lirai probablement la suite avec plaisir, surtout parce qu'il y a son voisin, c'est un nouveau qui arrive à la fin du tome, qui promet voilà, de faire avec Agatha un duo assez comique, donc voilà, j'ai hâte de voir ça en lisant forcément la suite du récit. Je suis désolée, j'ai dû bouger la caméra, donc j'espère quand même que ça ira. Mais je vous disais donc, le prochain livre que j'ai lu, c'était Zombie Therapy de Jessie Peterson. Et honnêtement, j'ai adoré ce bouquin. Alors pour le coup, je ne connaissais pas du tout cette histoire. Je suis tombée dessus par hasard à la bibliothèque. J'ai lu le résumé et je me suis dit, en vrai, ça pourrait être vraiment sympa. Alors, de quoi va nous parler cette histoire ? Ici, on va suivre le couple de David et Sarah qui ont quelques soucis. Et donc, pour justement passer ce cap un peu compliqué, ils ont décidé d'aller consulter une conseillère conjugale. Le hic, c'est qu'un beau jour, en allant à leur rendez-vous, ils vont avoir la mauvaise surprise de découvrir leur conseillère en train de dévorer le couple précédent parce que oui, malheureusement pour eux, il y a une invasion de zombies qui s'est produite à Seattle et ils vont devoir se serrer les coudes parce que sinon c'est la mort assurée et on va donc suivre cette histoire. Alors comme je vous l'ai dit, c'était une totale découverte et pour le coup ça a totalement marché, j'ai adoré ce roman, c'est drôle à souhait, il y a beaucoup de références pop culture, c'est fluide, c'est très agréable à lire. On va suivre du coup Sarah et David qui vont devoir en fait se sauver le plus vite possible de Seattle s'ils ne veulent pas se retrouver en zombie. Et pour ça, ils vont devoir mettre leurs petits différends de côté pour justement se sauver la peau. Et j'ai envie de dire, quoi de mieux qu'une apocalypse de zombies pour finalement consolider un couple, parce que ça va être tout l'intérêt pour eux, cette apocalypse. Ça va vraiment leur permettre de se redécouvrir et surtout, quand la vie ne tient qu'à un fil, ou plutôt qu'à une morsure, eh ben, il va falloir être opérationnel et faire fi de tous les petits problèmes du quotidien parce que sinon, vous n'allez pas survivre bien longtemps. Honnêtement, c'était très agréable à lire. J'ai adoré du début à la fin et j'ai hâte de lire le tome 2
et fin d'ailleurs de cette petite duologie. Je continue avec une suite de séries puisque ça y est, j'ai lu Blood and Honey de Shelby Maurin, qui est donc le tome 2 de la trilogie Serpent and Dove. J'avais lu le premier tome en début d'année et j'avouerai que quand j'ai commencé ce tome 2, j'avais très peu de souvenirs. Heureusement, au fur et à mesure de mon avancée dans les chapitres, l'histoire m'est revenue un peu en mémoire, donc ça va. Finalement, je me souvenais quand même de pas mal de choses. Alors, pour vous faire un petit résumé de cette trilogie, même si je pense que beaucoup la connaissent déjà, on suit le personnage de Lou, qui est une sorcière qui a décidé de fuir son clan. Et elle va se réfugier dans une ville, je crois que c'est la ville de la Citadelle, mais je ne sais plus si c'est vraiment ça. Dans tous les cas, ce n'est pas forcément dit, donc tant pis. Sauf que là où elle va décider de se réfugier, c'est un peu le QG des chasseurs de sorcières. Donc vous me direz, quoi de mieux que d'intégrer clairement le nid à problème pour passer inaperçu. Et du coup, Lou, comme c'est une voleuse quand même assez experte en la matière, elle va réussir à passer toujours entre les mailles du filet quand il y a des descentes de chasseurs de sorciers. Jusqu'au jour où, malheureusement pour elle, elle va se retrouver obligée d'épouser Red, qui est donc un des capitaines des fameux chasseurs de sorciers. Et vous me direz au final, quoi de mieux que d'être entourée de chasseurs de sorcières pour passer un peu incognito. Et c'est ce que va décider de faire Lou en épousant Reed. Bon, parce que déjà, elle est un peu obligée, hein, vous me direz. Et puis surtout, elle se dit qu'elle va tout faire pour sauver sa peau. Et on va donc suivre cette histoire. Le tome 1 était sympathique, celui-ci j'avais un peu peur qu'il subisse la malédiction du tome 2, à savoir qu'il ne s'y passe pas grand chose, et au final j'ai été quand même assez surprise. Alors c'est pas un tome où il y a énormément d'action, mais au vu de là où on avait laissé nos personnages à la fin du tome 1, ça faisait sens qu'ils partent un peu voilà, en quête de soutien, et donc dans ce tome-ci on va plutôt les voir justement élaborer un plan et aller quémander de l'aide à d'autres endroits pour justement vaincre la vilaine de l'histoire. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires, j'ai trouvé pour le coup leur histoire assez intéressante puisque là on va découvrir un peu plus l'histoire de Coco qui est donc la meilleure amie de Lou. Parce qu'elles vont aller dans son clan de sorcières. Donc c'était super intéressant de découvrir un autre clan de sorcières, comment ces derniers finalement utilisent la magie. Il y a aussi d'autres personnages secondaires qui sont quand même assez sympas. Ensuite, j'ai un peu moins par contre adhéré à la romance. Je sais pas, Lou et Reid, il y a un truc qui me titille. J'arrive pas à adhérer à leur romance. Je trouve qu'ils sont tellement toujours en train de se prendre le chou, ils sont pas du tout dans la communication, il n'y a pas grand chose qui va, même si après la romance n'est pas si dérangeante, juste j'y adhère moyennement. Par contre, c'est vrai que toute l'intrigue autour d'un autre personnage qui va faire son arrivée à mi-chemin du tome 2, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je suis un peu déçue finalement que l'auteur n'accorde pas un tome, en tout cas je sais pas si elle a prévu d'en faire un, mais là la trilogie est finie et je crois qu'elle a sorti une nouvelle trilogie sur un autre personnage qui n'est pas celui qui mérite selon moi d'avoir une histoire. Là je pense que je vous ai perdu, c'est pas grave. En fait il y a un personnage que je trouve assez intéressant et qui a été pas mal mis là en avant parce que c'est la vilaine de l'histoire. Et dans ce tome-ci en fait il y a un autre personnage qui l'a connu à une certaine époque qui fait son apparition et je me dis il y a vraiment matière finalement à faire toute une histoire sur le méchant de ce récit pour pas spoiler, qui pourrait être super intéressant en fait, justement pourquoi elle est devenue méchante, qu'est-ce qui a fait qu'elle a vraiment changé du tout au tout. Enfin voilà, donc des questions qui seront sans réponse parce que je ne sais pas si l'auteur a prévu d'écrire un roman sur ce personnage. Mais en attendant, j'ai quand même beaucoup aimé ce tome 2. Je ne l'ai pas trouvé si lent que ça parce que c'est quand même une belle briquette. Et pour le coup, je suis quand même assez curieuse de découvrir le tome 3 que je pense emprunter assez rapidement. Enfin, pas maintenant puisque j'ai emprunté trop de livres, mais je pense que pour la rentrée, et si jamais il y a le Pumpkin Autumn Challenge qui est à nouveau fait cette année, il y a peut-être moyen du coup que je termine cette trilogie pour ce challenge. À voir. Je continue avec une petite déception, à savoir Un si fragile enchantement de Alison Saft. Alors, de quoi se parle, enfin, je sais plus parler français du coup. De quoi va nous parler ce récit?
Ici, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Niam, qui est couturière et en fait, elle a un don un peu particulier, notre petite Niam, c'est que lorsqu'elle crée des vêtements, elle leur insuffle des sentiments. Et en fait, son don va arriver aux oreilles donc, de la famille royale qui vont décider de l'embaucher, notamment parce que le prince cadet va se marier et donc ils vont demander à notre héroïne de lui concocter sa garde-robe pour ce mariage. Pour Niam, c'est vraiment l'occasion pour elle de sortir sa famille un peu de la misère puisque ils ne sont pas riches et donc elle va accepter de partir pour la capitale, plus particulièrement pour le palais royal, afin donc de créer des vêtements pour le mariage donc du prince cadet. Et on va suivre toute cette histoire parce que le prince cadet est un homme très autoritaire, très froid, qui finalement ne va quand même pas laisser notre Niam si indifférente que ça, et on va donc suivre tout ce qui va en découler. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une petite déception parce que j'ai trouvé l'histoire bof. En fait, ça se lit bien. Pour le coup, je l'ai quand même lu très rapidement. Juste, j'ai pas plus que ça accroché à l'histoire. En fait, je m'attendais pas forcément à quelque chose de dinguissime, mais je sais pas, je suis restée vraiment sur ma faim, je pourrais pas vous l'expliquer pourquoi, juste que quand je l'ai fini, je me suis dit oui bon, je sais pas si je vais pas en garder en fait un souvenir mémorable. L'univers est très flou, enfin en fait c'est un peu une guerre politique, on sait qu'il y a eu un conflit qui a opposé le pays de Niam au pays justement royal, que c'est une guerre qui a déchiré les deux royaumes, mais plus celui de Niam parce qu'ils l'ont laissé un peu en ruine. Donc il y a un peu cette guéguerre. Bon, Niam aussi va également découvrir les joies de la cour royale où tout n'est qu'apparence et que voilà, tout le monde n'est pas très sympathique et d'ailleurs elle va en faire les frais puisqu'il va y avoir en fait une rumeur qui va courir comme quoi le prince royal aurait une liaison, le prince qui doit se marier aurait une liaison et tout porte à croire que celle avec qui il a une liaison c'est Niam, donc ça va un peu ajouter de l'huile sur le feu et ça va surtout alimenter les ragots, ce qui va créer pas mal de petits soucis parce que Niam voilà, elle est là pour coudre des vêtements et pas pour attirer l'attention. J'ai juste pas très apprécié cette lecture, même la romance c'était sympathique mais sans plus, les personnages ne m'ont pas plus que ça intéressé, Niam est un petit peu casse-pied, enfin non en fait j'ai pas trop aimé cette histoire. Pourtant je l'ai lu en entier parce que la plume fait que ça se lit bien. Juste par contre passez votre chemin parce que j'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. Voilà tout. Et pour finir, on va parler de The Spanish Love Deception de Elena Armas. Alors, de quoi va nous parler cette histoire? Ici, on découvre le personnage de Catalina qui est désespérée. Elle a besoin d'un cavalier pour assister au mariage de sa sœur en Espagne et pourtant, elle n'a personne avec qui y aller. Et le plus embarrassant là-dedans, c'est que toute sa famille en Espagne la prend un petit peu en pitié parce que sa précédente relation s'est très mal passée. Et cerise sur le gâteau, son ex va faire partie des invités parce que c'est le frère donc du futur marié. Et c'est un peu par surprise que son pire ennemi, entre guillemets, son collègue qu'elle déteste, va lui proposer de l'accompagner. Et on peut dire que Catalina n'a pas 36 000 options que de dire oui à la proposition de Aaron. Et on va donc suivre toute cette histoire. Alors je trouve quand même que le résumé est un peu mensonger parce qu'on nous dit que il faut tout de suite que Catalina trouve un partenaire pour aller en Espagne. Moi je pensais en fait que quasiment tout le bouquin allait se dérouler en Espagne du coup pour le mariage, et en fait non, il y a quand même je pense les 200 premières pages où l'histoire se déroule à New York et après allez 150 pages, allez peut-être 200 pages vont se dérouler en Espagne. Donc voilà, c'est un petit peu mensonger quand on lit le résumé parce qu'on s'attend vraiment à tout de suite embarquer pour l'Espagne et en fait non. Kenini, vous avez déjà passé du temps à New York et après seulement l'Espagne et ses plages. Mais bon bref, ça c'est qu'un petit détail. C'est une romance pour laquelle j'ai passé un très bon moment, c'était sympathique. C'est pas la romance qui va me marquer, mais je l'ai trouvé sympa.
Bon, j'avouerai que Catalina, c'est pas le personnage féminin que j'ai le plus apprécié parce que je la trouve quand même assez égocentrée. Alors oui, on sait, elle est désespérée. Oui, elle veut absolument avoir un cavalier pour éviter d'avoir voilà, toute la pitié des gens en mode pauvre chose, elle n'est toujours pas passée à autre chose en l'espace de 7 ans. Alors oui, on sait, les réunions de famille, c'est chiant. Ça peut peser lourd sur le mental des gens, mais je l'ai trouvé tellement égoïste parce que Aaron, il va vraiment pour le coup bien jouer son rôle de faux petit ami. Il va toujours être là, il va être très attentionné, très réactif à tout ce qu'elle dit, alors que elle, un peu bof bof quoi. Alors vous allez me dire, peut-être parce que comme à la base leur relation elle est censée être fausse, elle n'a pas envie trop de se mouiller pour éviter d'être blessée. Ouais mais non, parce que quand il y en a un qui fait quand même un minimum d'effort et que l'autre, elle est juste en mode ah oui, non mais je suis toute seule, non mais est-ce que c'est faux, est-ce que c'est réel ce qu'on vit? Voilà, au bout d'un moment tu te secoues un petit peu les puces et puis tu agis, hein, et puis tu te livres aussi. Oh, s'il y en a un qui se livre, tu te livres, non? Communication, youhou, parce que eux, la communication, zéro, nada. C'est le cas de le dire, hein, parce qu'on fait de l'espagnol, nada. Bref. Aaron était un personnage que j'ai bien apprécié, quoique des fois un petit peu cringe, surtout sur les scènes un peu plus intimes. Il parlait trop durant les scènes intimes et des fois tu te disais c'est un petit peu gênant Aaron, chut, des fois vaut mieux se taire. Mais bon, hormis ça, je l'ai trouvé quand même assez sympathique. On a aussi quelques scènes bonus avec son point de vue qui permettent voilà, de découvrir un peu plus son personnage. Pour le coup, ça reste quand même une lecture super sympa pour l'été, c'est sans prise de tête et vous allez passer un beau moment. C'est quand même une belle briquette de 600 pages, mais j'ai trouvé que ça se lisait très bien. Je ne sais pas si je lirai la suite parce que j'ai vu qu'il y a un tome compagnon à celui-ci. Pourquoi pas à l'occasion à un moment, parce que la plume de l'auteur est vraiment agréable. Juste, j'espère que Rosie sera moins chiante que Catalina comme héroïne. Mais bon, ça, il faut le lire pour le découvrir. Et comme je vous l'ai dit, ça reste quand même une bonne lecture, sans prise de tête, si vous cherchez une petite romance. Et bien voilà, concernant cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos lectures du moment, qu'est-ce que vous lisez de beau, ou à me faire part de vos avis si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés. Et sur ce, écoutez, je vous souhaite de très belles lectures et on se dit à très vite. Bye!